Bonjour. Les États-Unis, après avoir encore tenté de contourner les accords faits avec l'Iran en créant un passage dans le détroit d'Ormuz par un couloir avec Oman, a reçu un échec retentissant qui lui a valu d'être frappé en 8 endroits par les Iraniens. Les Iraniens ne plaisantent pas. Ils ont signé un accord ou un protocole d'accord ou un mémorandum avec les Américains en 14 points, dont le premier est la souveraineté du Liban, un cessez-le-feu qui prend immédiatement à la signature et un retrait des Israéliens d'ici un mois ou deux à la fin des négociations. Donc ça, c'est non négociable. Et puis, le dégel des avoirs iraniens. D'abord en commençant par une tranche de 12 milliards, après 12 milliards encore, et après les négociations de 60 jours, les autres, qui paraît que le gel des avoirs iraniens arrive presque à 200 milliards de dollars. On disait 175, mais d'après les dernières informations, ça peut arriver jusqu'à 200 milliards de dollars. Donc l'enjeu est très grand. Mais pour autant, les Iraniens, ils tiennent à exécuter l'accord dans tous ces articles. Et l'article 1, c'est le Liban. La souveraineté du Liban et le retrait des Israéliens, le cessez-le-feu immédiat. Tant que cela n'a pas été fait, il n'y aura rien. Maintenant, les Américains ont compris que la force de frappe iranienne dépasse leur capacité, dépasse les capacités américaines de faire face. Et surtout que les Iraniens ont tout de suite bloqué le droit d'Ormuz, donc plus rien ne passe jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, si vous voulez la guerre, les Iraniens sont prêts à la guerre et ils l'ont montré. Ou c'est la guerre ou on exécute les accords signés ou le protocole d'accord signé. Donc les Américains ont dû envoyer à Qatar Steve Witkoff et Jared Kushner pour trouver une solution parce que les Qataris se sont portés garant pour le dégel des 12 milliards et de 12 milliards après, dont une grande partie est dans les banques du Qatar. Aujourd'hui même, on est mercredi, on attend encore les résultats. Parce que les Iraniens, ils ne négocient pas ni sur le nucléaire, ni sur quoi que ce soit, mais sur le Liban et le dégel des avoirs iraniens. On commence d'abord par envoyer l'argent en Iran. Et pour ça, il y a une délégation iranienne qui est à Qatar. Les Américains ont annoncé qu'il y aura des négociations à Qatar. Ça peut être bien comme ça peut être mal. Trump laisse toujours flotter le doute et il jongle entre-temps avec la bourse. Il a des gens partout qui placent dans la hausse du pétrole, dans la baisse du pétrole, d'après ses déclarations. Mais maintenant, ça ne marche plus. Même cela ne marche plus. Les gens n'accordent plus d'importance aux déclarations de Trump. Il s'est discrédité devant le monde entier. Même la bourse, avant qui était sensible à ces déclarations, maintenant ne tient plus compte. Donc Trump est acculé. Il a les élections de mi-mandat qui viennent et si la guerre reprend, le parti républicain a perdu les 2 chambres. Et c'est la fin pour Trump. Entre-temps, Israël dit qu'elle ne sortira pas du Liban. Ils ont fait un accord séparé avec le gouvernement libanais et avec les Américains. Le jeu des Américains, se passe entre J.D. Vance, qui veut l'arrêt de la guerre et de continuer le plan et l'accord signé, que lui, il était à la base avec les Iraniens, et entre le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, qui, lui, œuvre pour Israel First. J.D. Vance pour America First et Marco Rubio pour
Israel first. Donc Marco Rubio a chapeauté les accords entre le Liban et Israël. Et qui stipule qu'Israël ne sortira que quand le Hezbollah sera désarmé. Donc, ils ont signé un accord honteux que tous les Libanais, ou 90% des Libanais, rejettent et que le président du Parlement, Nabih Berri, a dit qu'il ne passera jamais. Et donc, il ne passera jamais. D'ailleurs, le Hezbollah l'a refusé et la quasi-totalité de la population l'a refusé parce qu'il est honteux et ils ne savent pas comment leur gouvernement est arrivé si bas. Ils ont signé pour que Israël ne quitte que quand on désarme le Hezbollah. Ça veut dire qu'elle ne quittera jamais parce qu'on ne pourra jamais désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah a dit si Israël sort et il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème, il n'y aura plus de Hezbollah. Ils vont intégrer l'armée ou la vie civile parce que leur création n'a été que pour chasser Israël du Liban. Et ils l'ont fait en 2000, en 2006. Et voilà que le gouvernement actuel, avec Joseph Aoun et Salam, Naouf Salam, ont signé pour donner à Israël la liberté d'agir dans le territoire libanais pour désarmer le Hezbollah. Mais Israël ne peut pas désarmer Hezbollah, n'a pas pu. Elle est en train de subir des pertes chaque jour en Israël. Et c'est pour ça qu'ils veulent pousser le gouvernement libanais contre Hezbollah. L'armée et le gouvernement veulent pousser l'armée. Mais le chef suprême des armées, Haïkal, est un homme de dignité et il refuse d'entrer dans ce jeu. D'ailleurs, il y a certaines rumeurs où on lui dit de démissionner et lui, il dit qu'il ne démissionnera pas, mais si on veut l'enlever, ils n'ont qu'à le faire. Et Nabih Berri, le président du Parlement, a menacé. Il dit on ne touche pas à l'armée. Et ça, tous les Libanais, à part quelques-uns qui travaillent pour le compte d'Israël ou pour le compte des États arabes qui sont solidaires avec Israël pour désarmer le Hezbollah dans les Émirats, peut-être l'Arabie Saoudite aussi, mais l'Arabie Saoudite commence, on a dit, à jouer un jeu assez ambigu parce qu'ils ont maintenant un allié très solide, le Pakistan, ainsi que l'Égypte et la Turquie. Un front s'est constitué stratégique pour contrer la puissance d'Israël dans la région. Donc, peut-être qu'elle a levé un peu les mains sur le Liban et le désarmement du Hezbollah. C'est pour ça d'ailleurs que vraiment il n'y a plus de force au Liban capable d'entreprendre cette mission d'aller contre le Hezbollah. Parce que tout le monde a compris, l'Arabie Saoudite inclus, que la seule force capable d'arrêter l'hégémonie d'Israël dans la région, c'est le Hezbollah. Et maintenant, on parle aussi du Hamas qui va reprendre du service. Le Hamas est en train de négocier en Égypte pour qu'on exécute les accords signés. Sinon, maintenant, Israël qui a, depuis les accords, qu'elle occupait 30%, maintenant elle occupe 66%. C'est chaque fois comme ça. Ils font des accords pour arriver à leur fin. Ce qu'ils ne peuvent pas obtenir par la guerre, ils l'obtiennent par les négociations. Maintenant, ils sont arrivés à 66% et Netanyahou a dit on va arriver à 70% d'occupation de Gaza. Et plus que ça, maintenant, Ben Gvir et Smotrich parlent de la colonisation de 1 million de colons en Cisjordanie, qu'il appelle la Judée et Samarie. Donc ils sont en train de préparer un plan d'occupation de certaines régions de la Cisjordanie pour implanter 1 million de colons. Donc c'est déjà approuvé par la Knesset, il n'y aura pas d'État palestinien. Et maintenant Gaza, si ça pose un os dur,
ils vont se rabattre sur la Cisjordanie. Donc voilà, Netanyahou n'arrêtera pas ces guerres. Il ne peut pas le faire au Liban contre Hezbollah, il va le faire à Gaza. Il ne peut pas le faire à Gaza, il va le faire en Cisjordanie. Et en même temps, ils font pharaon contre la Turquie, contre l'Égypte, contre le Pakistan, contre tout le monde. Et d'ailleurs, contre le Pakistan, il y a eu un événement très très grave qui vient de sortir, quand il y avait eu les négociations à Genève, où les Pakistanais allaient avec une délégation à leur tête, le chef suprême des armées, Asif Mounir. Les Israéliens avaient prévu d'abattre en vol l'avion de Asif Mounir ou des attentats à l'intérieur de Genève contre Asif Mounir qui mène ces négociations entre la Turquie, entre l'Arabie Saoudite, entre les Iraniens, entre Qatar, entre les Américains, qui est devenu un pivot central dans cette équation. Mais les services secrets pakistanais, qui sont très 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 forts et qui travaillent avec beaucoup d'autres services secrets dans le monde, ont eu vent du plan israélien. Et ils ont menacé Israël de l'arrêt de la carte de la Terre, de la surface de la Terre. C'est un État nucléaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont reculé. Donc on voit que les Israéliens ne reculent devant rien. Maintenant, ils ont en face d'eux la Syrie. Ils sont entrés à Syrie vers les banlieues de Dera, vers le bassin du Yarmouk, où ils ont implanté des tentes et tout pour créer une zone militaire là-bas. Ils veulent créer des zones tampons et ils menacent Ahmed Shara. Ils veulent que Ahmed Shara ou Ahmed Jolani, qui est le président par intérim ou par défaut de la Syrie, ils le menacent pour qu'il entre en Liban contre le Hezbollah, appuyé en cela par certains pays comme arabes, malheureusement, comme les Émirats ou d'autres qui travaillent de mèche avec les Israéliens. Mais la Turquie s'oppose. La Turquie, maintenant, est devenue un vrai problème pour Israël. Et c'est ce que disent les Israéliens. Ils disent que la Turquie, pour eux, représente un danger plus grave que l'Iran. Parce que la Turquie les empêche de tourner en Syrie et même maintenant, même en Liban. Parce que Erdogan a dit que la sécurité de la Turquie commence par la Syrie et le Liban. Il a inclus le Liban pour une fois. Donc il n'est plus contre le Hezbollah ou contre le désarmement du Hezbollah. En tout cas, il dit qu'il est avec le gouvernement libanais. Mais apparemment, ses actes prouvent qu'il sait que le Hezbollah est un rempart majeur contre Israël. Et maintenant, Israël est encerclé de toutes parts. Ils se plaignent de l'armée égyptienne, qui est à ses frontières massée fortement, parce qu'elle empêche l'exode des Gazaouis que les Israéliens ont tenté avec les Américains de faire entrer au Sinaï, et qui continue. Donc l'armée égyptienne s'y oppose, est prête à toute éventualité. Et Netanyahou est acculé de toutes parts. Et il y a des élections qui viennent en Israël en octobre au maximum. Et il peut perdre le pouvoir et il peut aller en prison. Et là, il a besoin de remporter des succès et que la guerre continue. D'ailleurs, si la guerre s'arrête demain il passe au jugement devant les tribunaux israéliens pour corruption et pour toutes les affaires, lui et sa femme, qui peuvent l'entraîner en prison. À part maintenant le droit international qui le poursuit, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, sa carrière est finie et peut-être même il va finir comme Sharon. Voilà comment ça se passe au Proche-Orient. Maintenant, avec l'Iran et les États-Unis, il n'y a pas de possibilité de fuite pour les États-Unis, où ils respectent les accords signés par Trump lui-même en dehors des États-Unis, à Versailles, en France. Je ne sais pas pourquoi il a signé là pour fuir peut-être la pression qu'il a aux États-Unis, parce qu'au début il a signé signature électronique aux États-Unis et signature réelle, physique à Versailles.
Donc il doit respecter ses engagements. Et ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est en train aussi d'alimenter le feu entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il y a des problèmes de litiges frontaliers qui sont vraiment très graves depuis longtemps, puisque c'est des frontières non reconnues par l'Afghanistan qui disent que c'est les Anglais qui les ont tracées. Et puis il y a des mouvements de Daesh, de Khorasan. Certains sont implantés au Pakistan et d'autres en Afghanistan. D'après les Afghans, ils disent qu'ils ont bombardé ceux de Daesh qui sont implantés en Afghanistan, au Pakistan, et le Pakistan dit qu'il frappe Daesh qui est implanté en Afghanistan, dans le sud de l'Afghanistan, à la frontière. Maintenant, est-ce que l'Arabie Saoudite et la Turquie, qui ont un poids en Afghanistan, peuvent, et au Pakistan aussi, peuvent jouer des intermédiaires dans cette guerre tragique? Si ça continue, ça peut être tragique. Parce que l'Inde alimente cette guerre derrière. Il y a Israël, il y a la CIA qui alimente cette guerre. Et voilà, ces gens de Daesh, ils sortent chaque fois où il faut créer des troubles, où il faut fomenter des guerres. Donc, qui derrière, c'est des services secrets américains, israéliens, on le sait, ça, même les Américains l'ont avoué, Hillary Clinton l'a dit, c'est eux qui ont créé Daesh. Donc maintenant, de plus en plus, les gens sont conscients de cela. Mais j'espère que la nouvelle donne qui a été maintenant fondée au Proche-Orient va être fondamentale entre la Turquie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et même l'Azerbaïdjan, qui avant été un allié solide d'Israël, commence à tourner vers la Turquie. Parce que la Turquie avant, qui avait quand même certaines relations avec Israël, parce qu'il datait d'avant Erdogan, et il y avait des accords économiques, il y avait des accords diplomatiques, même si des services secrets. Maintenant, ça s'est détérioré complètement. Erdogan est devenu l'ennemi numéro un de Netanyahou. Heureusement, Netanyahou a détruit toutes ses relations avec le monde entier, même avec les États-Unis. Donc, ça, c'est une bénédiction pour le monde. Donc, l'Azerbaïdjan, dernièrement, ils ont fait vraiment, ils disent pas de commentaires, parce que Israël a sorti une nouvelle carte pour alimenter un feu contre la Turquie. Ils parlent du génocide des Arméniens au début du XXe siècle, et 1912-13. Et donc, même le premier ministre arménien a dit pas de commentaires parce qu'on ne veut pas créer des problèmes, pour des problèmes historiques, pour des sujets historiques. Ce qui a vraiment étonné le monde entier, même Israël eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas à faire retourner l'Arménie contre la Turquie. Et l'Azerbaïdjan a dit qu'on ne doit pas jouer avec le feu, on ne doit pas jouer avec ces sujets et créer des problèmes. Donc, la Turquie est bien implantée en Azerbaïdjan. Et ce conflit maintenant, larvé et oral encore, entre la Turquie et Israël, enlève le tapis sous les pieds d'Israël dans beaucoup d'endroits, et notamment en Azerbaïdjan, qui était un vrai problème pour l'Iran. La Turquie et l'Iran, maintenant, travaillent de concert. Et ce nouveau quatuor qui s'est formé sunnite, Pakistan, Turquie, Arabie Saoudite, Égypte, négocie avec l'Iran. Parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est Israël. Les États-Unis eux-mêmes commencent à choisir leur camp, surtout Trump, bien qu'il est vraiment inféodé au lobby juif, mais après tout, c'est l'économie de son pays et les relations internationales qui se détériorent partout à cause d'Israël. Donc il va lâcher Netanyahou,
ne va pas lâcher Israël, mais il va lâcher Netanyahou. C'est lui ou c'est Netanyahou. Donc là, au moins, on va suivre les événements, voir qui va être plus dur à cuire, ou Trump ou Netanyahou. Ailleurs dans le monde, en Ukraine maintenant, l'Ukraine se fait laminer malgré les coups d'éclat qu'ils font en frappant des raffineries, en frappant des endroits stratégiques énergétiques, oui, qui font mal à la Russie, mais ils sont en train de perdre sur le terrain beaucoup de villes et beaucoup d'armements, beaucoup d'usines, beaucoup d'infrastructures militaires. Les Russes frappent les infrastructures militaires stratégiques, alors que les Ukrainiens, ils cherchent l'éclat médiatique. Et les Européens amplifient les frappes ukrainiennes et diminuent l'impact des frappes russes. Et ça, c'est la destruction programmée, planifiée de l'Ukraine. Comme on l'a toujours dit, dès le début, ils ont dit qu'ils vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien et ils sont en train de le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et maintenant, on parle du nucléaire, de se préparer à une guerre de la Russie contre l'OTAN, contre les pays européens, contre l'Occident. Il essaye d'ameuter même tout l'Occident contre la Russie, mais malheureusement pour eux, ça ne marchera pas et ça ne marche pas. Parce que les gens aujourd'hui suivent les réseaux sociaux, ils ne suivent plus les médias mainstream. Et maintenant, les militaires de ces pays, ils savent le danger, même si les politiques sont inconscients et continuent à alimenter ces guerres pour les intérêts des grands groupes financiers, BlackRock et autres, qui ont tellement investi en Ukraine et qui, pour eux, la guerre est une source d'enrichissement parce que les ventes des armes se font par centaines de milliards. D'ailleurs, on a promis 300 milliards en quelques années à l'Ukraine. Donc, on est en train d'alimenter ces guerres et d'alimenter les industries de l'armement et de pomper l'argent des citoyens. Voilà ce qu'est cette guerre qui n'apporte rien, ni à l'Occident, ni aux Ukrainiens, ni aux Russes, ni à qui que ce soit. Donc, à qui profite le crime, on ne cesse de le répéter. Bon, je ne veux pas être trop long, mais il y a encore d'autres sujets sur la Corne d'Afrique, sur le Soudan, la Somalie, le Somaliland, où le Yémen maintenant menace de frapper le Somaliland si ils sentent la menace contre eux des Israéliens qui sont les seuls dans le monde à avoir reconnu le Somaliland. Maintenant, on en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est grave aussi ce qui se passe au Yémen. À très bientôt.